Alors, bonjour à tous. Alors, j'espère que votre goûter s'est bien passé. Alors, pour ma part, je vais vous parler du droit d'amphithéose. Alors, ce droit d'amphithéose, comme vous le savez sûrement, a un intérêt pratique assez intéressant en ce qui concerne notamment les projets immobiliers. Et il a aussi une grande utilité de par ses conséquences fiscales, car, comme vous le savez, le droit d'enregistrement d'un droit d'amphithéose est de 2%, car il est assimilé à des bons. Alors, je vais vous commencer par vous présenter le plan de ma présentation. Donc, je vais faire une courte introduction sur le droit d'amphithéose, puis je vais le définir et exposer son objet. Ensuite, je vais parler brièvement de la qualité, je vais vous parler de la qualité du constituant, donc qui est quelque chose que la réforme apporte comparé à la loi de 1824 sur le droit d'amphithéose. Ensuite, je vais vous parler de la durée. Je vais faire un court point sur la prescription acquisitive en matière de droit d'amphithéose parce qu'il y a quelque chose d'assez innovant et vous allez découvrir. Ensuite, je vais vous parler des droits et des obligations des parties, mais plus en ce qui concerne l'amphithéote. Enfin, je vais vous parler de la fin du droit d'amphithéose, donc comment cela se passe de manière succincte. Et ensuite, je vais vous parler de l'accession et de l'indemnisation des ouvrages et plantations qui restent sur le fond à la fin du droit. Alors, en ce qui concerne l'introduction, donc, comme vous le savez sûrement, le droit d'amphithéose a été instauré par une loi de 1824 qui, justement, régissait ce droit. Alors, cette loi n'a pas fait l'objet de modifications jusqu'en 2014, où là, le législateur a revu le droit d'amphithéose. Alors, comme je vous l'ai dit, le droit d'amphithéose s'est développé considérablement ces dernières années, tout ce qui concerne les projets immobiliers, et il a été très fortement utilisé par les communes. Et on pense aussi aux droits d'amphithéose qui ont été utilisés pour la ville de Louvain-la-Neuve. Alors, où se situe le droit d'amphithéose dans le nouveau code? Alors, il se trouve au livre 3, donc, qui est l'objet de ce séminaire, et vous le trouverez au titre 7. Et comme, comme le précédent orateur l'a spécifié, l'ensemble des dispositions sur le livre 3 des biens sont des règles qui sont supplétives. Donc, tous les parties peuvent y déroger, mais il y a des exceptions qui sont des lois donc, impératives d'ordre public et auxquelles les parties ne peuvent pas y déroger par leur convention. Et en ce qui concerne le droit d'amphithéose, il y a notamment comme disposition impérative la définition d'amphithéose et sa durée qui a changé avec la réforme. Alors, en ce qui concerne la définition du droit d'amphithéose, donc, comme vous pouvez le constater, la définition du droit d'amphithéose a été revue par la réforme. Donc, je lis à disposition avec vous. Le droit d'amphithéose est un droit réel d'usage conférant un plein usage et une pleine jouissance d'un immeuble par nature ou par incorporation appartenant à autrui. Donc, si on lit attentivement cette définition, on s'aperçoit qu'il y a deux composantes. Le premier, c'est le plein usage et l'autre, la pleine jouissance. Ces deux composantes-là font référence aux droits de propriété, aux différents composants du droit de propriété. Donc, ils sont l'usus, le fructus et l'abusus. Mais comme vous pouvez le constater, l'amphithéote ne peut pas disposer de l'immeuble, donc ça veut dire qu'il ne peut pas le vendre, par exemple. Ensuite, si on continue la lecture de l'article, on s'aperçoit que le droit de propriété de l'amphithéote, le droit de l'amphithéote est limité, en ce sens qu'il ne peut pas diminuer la valeur de l'immeuble. Et donc ça, c'est une règle qui est aussi impérative. Enfin, on s'aperçoit aussi que, contrairement à l'usufruit, l'amphithéote a la possibilité de changer la destination de l'immeuble, sauf évidemment si les parties ont prévu une clause contraire. Donc, cela peut être le cas, par exemple, d'un amphithéote qui dispose d'un immeuble qui est destiné à la résidence de personnes, par exemple des appartements, et que l'amphithéote aurait parfaitement le droit de convertir cet immeuble en destination commerciale et, par exemple, de faire des bureaux à la place des appartements. Donc, voilà. Ensuite, oui, alors, une autre chose qui est très importante aussi, c'est que la nouvelle définition a supprimé l'exigence d'un canon, d'un prix que l'amphithéote doit payer au propriétaire du fonds. Alors, ça, c'est une innovation, mais toutefois, bien que cet élément ne soit pas compris dans la définition, les parties peuvent toujours convenir qu'un prix sera dû par l'amphithéote et qu'on réinstaure le canon, mais par voie conventionnelle cette fois-ci. Voilà.
Alors, maintenant, en ce qui concerne la qualité du constituant, donc auparavant, la loi de 1824 parlait uniquement du propriétaire du fonds, mais ici, le législateur a décidé d'étendre les possibles constituants de ce droit. Donc, il s'agit des propriétaires du fonds ou alors d'un titulaire d'un droit d'usage, donc les droits d'usage qui sont, par exemple, usufruit, superficie et amphithéose. Et donc là, on a une extension qui est importante comparée à l'ancien régime. Et si on est dans le cas d'un titulaire d'un droit d'usage qui constitue un droit d'amphithéose, là, il faudrait être attentif à bien délimiter les droits du constituant, le constituant du droit d'usage et les droits de l'amphithéote. Voilà, alors maintenant on va rentrer dans une modification qui est assez importante, qui est apportée par la réforme, cela concerne la durée. Alors comme vous le savez sûrement, la loi de 1824 prévoyait que le droit d'amphithéose avait une durée minimum de 27 ans et une durée maximum de 99 ans. Mais le législateur a revu cette durée minimum et elle est de maintenant 15 ans. Alors pourquoi 15 ans? Tout simplement parce que ça correspond mieux à les opérations fiscales telles que les opérations de leasing immobilier, comme vous pouvez le lire sur le slide. Alors, que se passe-t-il maintenant si l'amphithéote continue d'exercer son droit, mais au-delà de 99 ans? Alors, à ce moment-là, il s'agira d'une simple occupation du droit, d'une simple détention du droit. Alors là, il sera sujet à révocation. Donc, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage pourra annuler ce droit d'amphithéote s'il excède la durée de 99 ans. Alors, qu'en est-il de la prorogation et du renouvellement possible de l'amphithéose? Alors, la prorogation du droit d'amphithéose est possible, mais la durée avec la prorogation ne peut pas excéder 99 ans. Mais un renouvellement aussi est possible. Un renouvellement, je vous expose brièvement la distinction. La prorogation du contrat, il s'agit de fait de différer, de prolonger la durée du contrat dans le temps et aux mêmes conditions. Tandis que le renouvellement du contrat, lui, il s'agit d'un autre contrat qui a été conclu. Donc, par exemple, vous avez un premier contrat qui a été conclu pour d'une période T, eh bien, le renouvellement, lui, va s'appliquer de la fin de la période T1, de la fin de la période T jusqu'à la période T plus 1, par exemple. Et le renouvellement est possible, mais pour une durée maximum de 99 ans. Et donc, si on cumule la première durée et la deuxième durée, elle peut bien entendu excéder 99 ans. Alors, j'anticipe peut-être les possibles questions sur cela. En ce qui concerne les clauses novatoires d'amphithéose, je me suis renseigné, durant mes lectures pour préparer ce séminaire, je me suis renseigné. Il n'y a toujours pas de jurisprudence qui confirme la validité de ces clauses novatoires. Mais toutefois, ces clauses novatoires peuvent être rapprochées du renouvellement, en ce sens que la clause novatoire, je vais l'expliquer brièvement, est une clause qui permet à l'amphithéote de commun accord avec le propriétaire, de convenir de résilier son droit d'amphithéose au profit d'une autre personne. Et donc, pour moi, il s'agit plus d'un renouvellement d'un contrat parce que le contrat n'est pas conclu avec la même personne et les conditions peuvent aussi changer. Donc voilà, ça c'était pour la durée du droit d'amphithéose. Alors, il est possible aussi de conclure un droit d'amphithéose, mais de manière perpétuelle. Mais pour cela, il faut réunir deux conditions. Tout d'abord, il doit s'agir, le constituant doit être le propriétaire du fonds. Donc, on ne parle plus ici de droit, de titulaire de droit réel d'usage. On parle uniquement du propriétaire. Et donc le propriétaire du fonds va concéder un droit d'amphithéose, mais ce, à des fins de domanité publique. Alors là, il s'agit par exemple du cas où un terrain est détenu par un monsieur X, et monsieur X décide de concéder un droit d'amphithéose au profit de la commune, pour, par exemple, qu'elle érige une piscine, etc. Donc là, on parle vraiment de droit d'amphithéose perpétuel. Et donc, comme je l'ai mentionné dans les slides, les droits d'amphithéose concernent les biens qui appartiennent au service public. Donc, un droit d'amphithéose qui est concédé sur un terrain appartenant au service public, ou un droit d'amphithéose ou un bien qui est affecté au service public. Donc là, c'était mon exemple, c'est un terrain qui est affecté pour la construction d'une piscine, par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment
un des apports essentiels de cette réforme, qui est donc le droit d'amphithéose perpétuel aux deux conditions que je viens de vous exposer. Alors maintenant, je continue le plan de la présentation et on arrive à la constitution du droit d'amphithéose par prescription acquisitive. Alors, bien évidemment, il y a tous des modes par lesquels on peut constituer un droit d'amphithéose, et le plus courant est bien entendu face le contrat. Le contrat, on peut aussi bien conclure un droit d'amphithéose par testament. Voilà. Et l'autre possibilité est la prescription acquisitive. Et en cas d'acquisition d'un droit d'amphithéose par prescription acquisitive, le droit est censé être établi pour 99 ans, et on calcule les 99 ans dès l'entrée en jouissance de la personne qui a usé de la prescription. Et bien entendu, cela s'applique sauf si un acte juridique qui est ultérieur à cette entrée en jouissance intervient. Et comme je le dis dans le slide, la prescription est de 10 ans si la personne est de bonne foi, tel que défini à l'article 3.27 du nouveau Code civil. Alors, en ce qui concerne les droits et obligations des parties, là, il convient de faire une distinction entre les droits sur le droit d'amphithéose en tant que tel et le droit sur l'immeuble. Il ne s'agit pas du volume comme dans le slide, mais c'est le droit sur l'immeuble. Il s'agit d'une coquille, veuillez m'en excuser. Et après, je vous parlais brièvement des obligations de l'amphithéote. Alors, l'amphithéote, comme la réforme le mentionne, a le droit d'hypothéquer ou de céder son droit. Je parle bien de céder son droit et non pas d'hypothéquer ou de céder l'immeuble, car cela, il n'a pas le droit. Mais s'il veut hypothéquer, on va parler aussi d'un autre concept. S'il veut céder les ouvrages de plantation qu'il a érigés et s'il veut céder son droit, s'il veut hypothéquer ou céder les ouvrages de plantation que lui-même a rédigés, donc que l'amphithéote a rédigé, il peut le faire, mais parallèlement à cela, alors, il doit céder son droit, céder ou hypothéquer son droit d'amphithéose. Alors pourquoi cela? Cela est issu du mécanisme de la superficie conséquence que le précédent orateur vous a parlé concernant l'usufruit. Et si justement il cédait uniquement les ouvrages de plantation qu'il avait rédigés, mais sans le droit d'amphithéose, ça reviendrait quelque part à céder à ce qu'il cède plus de droits qu'il n'en a, vu que là il se comporterait comme le véritable droit propriétaire, alors qu'il n'est qu'amphithéote au début. Donc voilà. Alors, qu'en est-il maintenant des droits sur l'immeuble? Alors, comme la définition le dit, l'amphithéote a la pleine jouissance et le plein usage de l'immeuble. Et comme je vous l'ai dit lors du début de cet exposé, il ne s'agit pas d'un droit de propriété, en ce sens que l'amphithéote ne peut pas disposer de l'immeuble. Donc, par exemple, il ne peut pas le vendre. Alors, l'amphithéote a bien entendu droit aux fruits, c'est-à-dire que s'il décide de louer une partie de son immeuble, il le peut, et en percevoir les loyers. Et il a droit aussi aux produits aménagés en fruits, mais uniquement si l'exploitation a commencé bien avant la constitution du droit d'amphithéose. Donc là, on vise le cas où un amphithéote aurait comme droit d'amphithéose, son droit d'amphithéose qui porterait sur, par exemple, des cultures. Donc là, ce sont des produits qui sont aménagés en fruits dans le sens où il reçoit régulièrement le fruit de sa récolte, en fait. Donc c'est tout ce qui est les champs de blé, etc. Alors aussi, il a la propriété, si par exemple l'amphithéote décide d'ériger des nouveaux ouvrages de plantation sur le fond, là il est le propriétaire en vertu du mécanisme de la superficie conséquence. Voilà, alors maintenant, en ce qui concerne les obligations de l'amphithéote, donc l'amphithéote il ne peut pas détruire les ouvrages de plantation qu'il est tenu d'ériger, donc ce qui paraît assez logique en réalité. Et alors un autre éclaircissement de la réforme concerne les réparations d'entretien et de grosses réparations qui, elles deux, sont à charge de l'amphithéote. Donc le propriétaire du fonds, lui, ne doit rien réparer. Et cet apport est assez, est assez important dans la mesure où c'est ce qui permet notamment de distinguer l'usufruit de l'amphithéose. Et donc, lors de la rédaction des actes, il faudra bien être attentif à ce que, par exemple, un dirigeant d'entreprise qui décide de céder un droit, de constituer un droit d'amphithéose au profit de la société pour rédiger un immeuble, il faudra bien être attentif
à ce que cette convention ne soit pas requalifiée en usufruit par après, et l'administration fiscale pourra bien sûr tenir en compte des réparations qui ont été effectuées par la société ou alors par le dirigeant d'entreprise. Et comme le précédent orateur vient de le dire, si jamais il y a trop de réparations, il y a un risque que ce soit considéré comme un avantage de toute nature dans le chef de l'un ou dans le chef de l'autre. Voilà, il faut bien être attentif aux conséquences fiscales de l'amphithéose. Alors, concernant les ouvrages de plantation que l'amphithéote a érigés, alors l'amphithéote, il est tenu aux réparations nécessaires, mais dans la mesure de ne pas porter atteinte aux autres droits qui existent déjà sur l'immeuble. Donc, ce serait par exemple le cas d'un amphithéote qui décide d'ériger un immeuble, mais il est obligé de tenir compte, par exemple, de la servitude qui existait déjà sur le fond. Alors, cette règle-là a comme justification le fait d'avoir sur le principe d'avoir des bonnes relations de voisinage et de ne pas empiéter sur les droits de l'un ou les droits de l'autre. Donc, c'est vraiment par ce souci que le législateur a instauré cette nouvelle règle. Et enfin, pour revenir aussi, et ça je vous ai oublié de le mentionner, concernant les réparations, pourquoi est-ce que l'amphithéote doit réaliser toutes ces réparations? Tout simplement parce qu'il ne peut pas diminuer la valeur de l'immeuble. Et donc le législateur a vraiment cadenassé le fait que l'amphithéote ne doit absolument pas diminuer la valeur de l'immeuble. Alors aussi, maintenant, concernant les charges et impositions qui sont relatives aux immeubles dont l'amphithéote dispose en vertu de son droit d'amphithéose, il doit les payer, les charges et l'imposition, et il est tenu à toutes celles relatives aux ouvrages, aux plantations qu'il a érigées et dont il est propriétaire par le mécanisme de la superficie conséquence. Donc, pour résumer, l'amphithéote, il doit payer les charges et impositions sur l'immeuble dont il a le droit, et s'il érige des ouvrages d'implantation, il doit aussi payer les charges et impositions qui grèvent ces ouvrages et plantations. Alors maintenant, qu'en est-il de la fin du droit d'amphithéose? Donc, comme le précédent orateur vous a expliqué, il existe des modes généraux, des modes spécifiques d'extinction de droit, donc qui sont repris ici dans les slides. Je vais vous renvoyer à ces slides. Donc, il s'agit de c'est rien de compliqué, c'est vraiment encore facile à comprendre. Et je voudrais revenir avec vous sur le mode spécifique au droit de superficie. Donc, le législateur a instauré une nouvelle règle concernant et a éclairci certains points, parce que avant, sous le régime de la loi de 1824, il y avait des discussions sur le fait de savoir est-ce que le droit d'amphithéose peut se terminer avant le délai minimum de 27 ans. Alors là, le législateur a instauré a vraiment apporté des éclaircissements concernant cela. Et comme vous pouvez voir sur le slide, le droit d'amphithéose ne peut pas s'éteindre de la seule volonté d'une des parties avant l'expiration du délai minimal de 15 ans. Donc ça veut dire que les parties peuvent, dans ce délai de 15 ans, se mettre d'accord pour que le droit d'amphithéose se termine. Mais, et là j'attire votre attention sur le fait que le juge peut requalifier cette résiliation en résiliation unilatérale selon les circonstances de l'espèce. Donc, il faut bien être attentif à tout cela. Et dans ce délai de 15 ans, bien entendu, les clauses résolutoires et les conditions résolutoires sont toujours possibles. Et enfin, en ce qui concerne le droit d'amphithéose perpétuel, le droit d'amphithéose peut s'éteindre par la perte d'utilité, même si elle n'est que future ou potentielle, mais ce uniquement en cas d'un droit perpétuel. Donc, je rappelle, le droit d'amphithéose est perpétuel s'il est constitué par le propriétaire du fonds à des fins de domanité publique. Donc, c'est l'exemple de l'amphithéote, du constituant du propriétaire d'un terrain qui concède un droit d'amphithéose en vue pour que les services publics, pour que la commune puisse construire une piscine. Mais pour cela, pour pouvoir demander l'extinction du droit par perte d'utilité, il faut que le droit d'amphithéose ait existé depuis au moins 99 ans et seul le juge peut prononcer cette extinction du droit d'amphithéose par la perte d'utilité. Alors maintenant, qu'en est-il de l'accession et l'indemnisation? Donc, à qui appartiennent les ouvrages et plantations
lors de la fin du droit. Alors là, avant la réforme, l'amphithéose pouvait enlever les constructions et plantations faites par lui et auxquelles il n'était pas tenu de réaliser en vertu de la Convention, ce qui paraît assez logique. Et bien entendu, s'il les enlève, il doit réparer les dommages qui étaient causés par cette tolérance. Mais l'amphithéâtre ne peut pas obliger le propriétaire à payer la valeur de la construction. Alors ensuite, après la réforme, la propriété des ouvrages, elle passe aux constituants du droit, donc pas à l'amphithéâtre, mais à celui qui a concédé le droit. Et ce dernier, donc le propriétaire du fonds ou le titulaire de droit réel d'usage, doit indemniser l'amphithéâtre sur base de l'enregistrement sans cause, de l'enregistrement injustifié, donc qui est une notion qui va être introduite dans le livre 5 du nouveau Code civil. Donc là, on va attendre les développements concernant cet enregistrement injustifié. Voilà, donc j'espère vous avoir un peu éclairé concernant les modifications du droit d'amphithéose. Et là, je vais passer la parole à l'orateur suivant qui, lui, va vous parler du droit de superficie. Alors, pour rappel, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le fil de discussion et nous allons y répondre par la suite. Voilà. Merci pour votre attention.